Dans la vie, nous avons vu, dans cette partie du monde, des gens formidables, comme Al-Khawarizmi qui a inventé l'algorithme. Globalement, Newton. Henry Ford, les frères Wright, Albert Einstein et Elon Musk. Tu vois, tu es pressé, tu veux aller dans des endroits où personne n'est allé. Vous réinventez une certaine industrie, de l'industrie des fusées avec SpaceX à l'industrie automobile avec Tesla. Quelle est votre mission de vie? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Bien sûr, tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est un honneur d'être ici. Et je passe un très bon moment avec mes enfants à Dubaï. C'était vraiment fantastique. J'encourage vraiment tous ceux qui ne sont pas allés à visiter, quelle belle ville. Merci. Et, en termes de motivation, j'avais l'habitude d'aimer ce genre de sorte de version longue de l'explication mais, essentiellement, quand j'étais enfant, je me demandais, quel est le sens de la vie? Comme, pourquoi sommes-nous ici? C'est à propos de quoi? Et je suis arrivé à la conclusion que ce qui compte vraiment, c'est d'essayer de comprendre les bonnes questions à poser. Et plus nous pouvons augmenter la portée et l'échelle de la conscience humaine, mieux nous pouvons poser ces questions. Et donc, je pense qu'il y a certaines choses qui sont nécessaires pour s'assurer que l'avenir est bon. Et, certaines de ces choses ont à long terme un transport durable à long terme et une production d'énergie durable. Et d'être un espace explorant la civilisation. Et que l'humanité soit parmi les étoiles. Et être une espèce multiplanétaire. Je pense qu'être une espèce multiplanétaire et être parmi les étoiles est important pour la survie à long terme de l'humanité. Et, c'est une des raisons, un peu comme l'assurance vie pour la vie collective. La vie telle que nous la connaissons. Mais ce que je trouve personnellement le plus motivant, c'est que cela crée un sentiment d'aventure et que cela rend les gens enthousiasmés par l'avenir. Si vous considérez deux futurs, l'un où nous sommes à jamais confinés sur Terre jusqu'à ce que finalement quelque chose de terrible se produise. Ou un autre futur où nous sommes là-bas sur de nombreuses planètes, peut-être même au-delà du système solaire. Je pense que l'invasion de l'espace est incroyablement excitante et inspirante. Et il doit y avoir des raisons de se lever le matin. Tu sais, la vie ne peut pas se résumer à résoudre des problèmes. Sinon, à quoi ça sert? Il doit y avoir des choses que les gens trouvent inspirantes et qui rendent la vie digne d'être vécue. Alors, qu'est-ce que la vie pour vous? Je veux dire, tu regardes notre vie, et je t'ai entendu avant de parler. Est-ce un rêve? Est-ce que c'est réel? Est-ce un contrat d'1 million? Quelle est la vie pour Elon Musk? Je trouve qu'en vieillissant, je trouve que cette question est peut-être de plus en plus déroutante, troublante ou incertaine. Surtout quand vous voyez l'avancement de quelque chose comme les jeux vidéo. Vous savez, il y a 40 ans, vous aviez des jeux vidéo, le jeu vidéo le plus avancé était comme Pong, quand vous aviez deux rectangles et un point. Et vous êtes comme le battre d'avant en arrière. Je l'ai joué. Ouais, moi aussi, exactement. Nous tous. Ça te date un peu. Oui, nous avons tous les deux joué au même jeu. Et c'était comme un jeu assez amusant à l'époque. Mais maintenant, vous pouvez voir un jeu vidéo photoréaliste, presque photoréaliste, et des millions de personnes jouant simultanément. Et vous voyez où vont les choses avec la réalité virtuelle. Et la réalité augmentée, si vous extrapolez cela dans le futur avec n'importe quel taux de progrès, comme garder 0,1% de quelque chose comme ça par an, alors finalement ces jeux seront impossibles à distinguer de la réalité. Ils seront si réalistes que vous ne pourrez pas faire la différence entre ce jeu et la réalité telle que nous la connaissons. Et puis, il semble que, eh bien, comment savons-nous que cela ne s'est pas produit dans le passé? Et que nous ne sommes pas nous-mêmes dans l'un de ces jeux? Intéressant. Intéressant. Je veux dire, ça pourrait l'être. Tout est possible dans la vie. Je veux dire qu'il y a. Ouais, surtout que les choses ont tendance à s'accélérer vers quelque chose. N'est-ce pas? Je veux dire, si nous regardons notre vie, il semble qu'au cours des 100 dernières années, la vie s'est accélérée assez rapidement. Ouais. Au cours des 20 dernières années. Ça va de plus en plus vite. C'est plus lent? Donc, ma question est vraiment, comment sera la vie dans 20, 30, 50 ans? Notre éducation, notre transport. Comment le vois-tu? Eh bien, je pense que c'est une de ces choses qui sont assez difficiles à prévoir. Quand vous pensez, disons, au premier vol motorisé contrôlé en 1903 avec les frères Wright. Et puis, 66 ans plus tard, nous avons mis les premières personnes sur la Lune. Je veux dire, si vous demandiez aux gens, disons, en 1900, quelles sont les chances d'atterrir sur la Lune, ils auraient répondu que c'était ridicule. Si vous essayez de leur parler d'Internet, ils ne sauront même pas ce que vous faites. De quoi parlez-vous? Comme, cela semble tellement fou. Mais aujourd'hui, avec un appareil à 100 $, vous pouvez faire des vidéoconférences avec n'importe qui dans le monde. À l'autre bout du monde, et si vous avez une connexion Wi-Fi, c'est pratiquement gratuit. Vous êtes libre d'avoir une communication visuelle instantanée avec n'importe qui, ou même avec des millions de personnes.
Vous savez, avec les médias sociaux, vous pouvez communiquer simultanément avec des millions de personnes. Donc, et vous pouvez rechercher quelque chose sur Google et poser n'importe quelle question. C'est comme un oracle de sagesse, que vous pouvez poser presque toutes les questions et obtenir une réponse instantanée. Il serait incroyablement difficile de prédire ces choses dans le passé. Même le passé relativement récent. Donc, je pense que la seule chose dont nous pouvons être certains est que toutes les prédictions que nous faisons aujourd'hui sur ce que sera l'avenir dans 50 ans seront fausses. C'est certain. Je pense que de manière directionnelle, je peux vous dire ce que j'espère que l'avenir a, par opposition à ce qu'il sera peut-être. Ce n'est peut-être qu'un vœu pieux. Je veux dire, j'espère que nous sommes là-bas sur Mars et peut-être au-delà de Mars, Jupiter. J'espère que nous voyageons fréquemment à travers le système solaire, peut-être en train de préparer des missions vers des systèmes stellaires proches. Je pense que tout cela est possible dans 50 ans. Et je pense que ça va être très excitant de faire ça. Et, je pense que nous verrons l'autonomie et l'intelligence artificielle progresser énormément. Comme si c'était en fait assez proche du terme. Je suppose que dans probablement 10 ans, il sera très inhabituel de construire des voitures qui ne soient pas entièrement autonomes. 10 années. 10 ans à partir de maintenant? Ouais. Je pense que presque toutes les voitures construites seront capables d'une autonomie complète dans environ 10 ans. Dans l'état actuel des choses, les voitures Tesla fabriquées aujourd'hui disposent du système de capteurs nécessaire à une autonomie complète. Et nous pensons probablement assez de puissance de calcul pour être plus sûr qu'une personne. Il s'agit donc principalement de développer le logiciel et de le télécharger. Et s'il s'avère que plus de puissance de calcul est nécessaire, nous pouvons facilement mettre à niveau l'ordinateur. Et c'est donc tout ce que Tesla a construit depuis octobre de l'année dernière. Et d'autres fabricants suivront et feront la même chose. Ainsi, monter dans une voiture sera comme monter dans un ascenseur. Vous lui dites simplement où vous voulez aller et il vous y emmène avec des niveaux de sécurité extrêmes. Et ce sera normal, ce sera juste normal. Comme, pour les ascenseurs, ils étaient opérateurs d'ascenseurs. Vous entrez, il y aura un gars qui actionnera un levier. Maintenant, vous entrez, vous appuyez sur le bouton et c'est pris pour acquis. Ainsi, l'autonomie sera généralisée. Je pense que l'une des questions les plus troublantes est l'intelligence artificielle. Et je ne parle pas d'IA étroite, comme elle est l'autonomie du véhicule que je mettrais dans la classe d'IA étroite. Il essaie de justesse d'atteindre une certaine fonction. Mais l'intelligence artificielle profonde, ou ce qu'on appelle parfois l'intelligence générale artificielle, où vous pouvez avoir une IA beaucoup plus intelligente que l'humain le plus intelligent sur Terre. Je pense que c'est une situation dangereuse. Pourquoi est-ce dangereux? Je veux dire, il y a deux points de vue. Un point de vue est que l'intelligence artificielle aidera l'humanité, et il y a une autre école de pensée selon laquelle l'intelligence artificielle est une menace pour l'humanité. Pourquoi donc? Je pense que c'est les deux. Vous savez, c'est comme, une façon d'y penser et d'imaginer que nous allons être visités, imaginez que vous êtes très confiant que nous allons être visités par des extraterrestres super intelligents, disons dans 10 ans ou 20 ans au plus. Hyper intelligents. Donc, tu penses que d'ici 20 ans, ouais, nous aurons des extraterrestres sur Terre? Eh bien, la super intelligence numérique sera comme un extraterrestre. Ce sera comme un extraterrestre. Ouais. Mais ma question est, pensez-vous qu'il existe une autre vie intelligente en dehors de la Terre? Cela paraît vraisemblable. Je pense que c'est l'une des grandes questions en physique et en philosophie, c'est où sont les extraterrestres? Peut-être qu'ils sont parmi nous, je ne sais pas. Certaines personnes pensent que je suis un extraterrestre. Pas vrai. Pas vrai. Mais peut-être que nous sommes des extraterrestres. Peut-être que nous les extraterrestres. Je veux dire, si vous regardez cette partie du monde. Ouais. Ils croient que les êtres humains ne viennent pas de la Terre, ils viennent d'ailleurs. Ève et Adam sont venus d'ailleurs sur Terre. Ainsi, d'une certaine manière, les êtres humains sont étrangers à cette Terre. Pensez-vous que nous allons entrer en contact avec des extraterrestres dans les 50 prochaines années? Eh bien, c'est vraiment difficile à dire. S'il y a des extraterrestres super intelligents, ils nous observent probablement déjà. Cela semblerait tout à fait probable et nous ne sommes pas assez intelligents pour le réaliser. Mais je peux faire des calculs à l'envers et, n'importe quelle civilisation extraterrestre avancée qui s'intéresse le moins du monde à peupler la galaxie, même sans dépasser la vitesse de la lumière, même si vous ne vous déplacez qu'à, disons, 10 ou 20% de la vitesse de la lumière, vous pourriez peupler la galaxie entière en disons 10 millions d'années. Peut-être 20 millions d'années maximum. Ce n'est rien dans le grand schéma des choses. Une fois, tu as dit que tu voulais mourir sur Mars. Pourquoi? Pour être clair, je ne veux pas mourir sur Mars. C'est comme, si, nous allons tous mourir un jour, et si vous allez choisir un endroit pour mourir, alors pourquoi pas Mars? Vous savez, si vous êtes né sur Terre, pourquoi ne pas mourir sur Mars? Cela semble assez excitant. Mais,
je pense qu'étant donné le choix entre mourir sur Terre et mourir sur Mars, je dirais, oui, bien sûr, je mourrai sur Mars. Mais ce n'est pas une sorte de souhait de mort sur Mars. Et si je meurs sur Mars, je ne veux pas subir l'impact. Revenons sur Terre, en fait. Vous avez tweeté que vous construisiez un tunnel sous Washington DC. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un complot secret. D'accord. Juste entre nous. Personne ne t'aide? Ouais, exactement, gardons ça secret. Je pense que ça va sonner un peu. Je veux dire, ça a l'air tellement trivial ou idiot, mais... Je dis ça depuis de nombreuses années maintenant, mais je pense que la solution à la congestion urbaine est un réseau de tunnels sous les villes. Et quand je dis que je ne parle pas d'un plan de tunnel en 2D, je veux dire des tunnels qui traversent plusieurs niveaux de profondeur. Ainsi, vous pouvez toujours aller plus loin que vous ne pouvez monter. Par exemple, les mines les plus profondes sont plus profondes que les bâtiments les plus hauts. Ainsi, vous pouvez avoir un réseau de tunnels de 20, 30, 40, 50 niveaux, autant de niveaux que vous le souhaitez, vraiment. Et donc, étant donné cela, vous pouvez surmonter la situation de congestion dans n'importe quelle ville du monde. Le défi est de savoir comment construire des tunnels rapidement, à faible coût et avec une sécurité élevée. Donc, si la technologie des tunnels peut être améliorée au point de pouvoir construire des tunnels rapidement, à moindre coût et en toute sécurité, cela éliminera complètement toutes les situations de circulation dans les villes. Et donc, c'est pourquoi je pense que c'est une technologie importante. Et, Washington DC, elle pointe à la plupart des grandes villes américaines, la plupart des grandes villes du monde souffrent de graves problèmes de circulation. Et c'est principalement parce que vous avez ces grands bâtiments qui sont en 3D et vous avez un réseau routier qui est à un niveau. Et puis, les gens veulent généralement entrer et sortir de ces bâtiments exactement au même moment. Alors, vous obtenez l'embouteillage. Revenons à votre année à Dubaï. La première fois que je vous ai rencontré, c'était le 4 juin 2015, dans votre bureau de SpaceX. Et, je vous ai demandé, auriez-vous une présence aux eaux? Et votre réponse était, je suis occupé avec la Chine. Peut-être pas dans un avenir proche, et presque 1 an et demi plus tard, nous sommes là, il semble que le temps passe assez vite. Pourquoi maintenant? Je pense qu'en fait les choses se passent très bien en Chine. Donc, nous avons quelques difficultés initiales à trouver l'infrastructure de recharge et de services et diverses autres choses, mais maintenant ça se passe vraiment bien, et, donc le moment semble être bon pour vraiment faire des débuts significatifs dans cette région, en commençant par Dubaï. À votre avis, quelle est la nouvelle chose inquiétante qui viendra ensuite dans la technologie? Quelle est la prochaine technologie? Quelle est la prochaine technologie? Cela va perturber notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon de faire des affaires. Eh bien, les plus proches d'avoir un impact d'un point de vue technologique sont les voitures autonomes, comme les voitures entièrement autonomes. Je dirais que cela va se produire beaucoup plus rapidement que les gens ne le pensent. Donc, ça va être très pratique d'être dans une voiture autonome, mais il y a beaucoup de gens dont le travail consiste à conduire. Donc, si, en fait, je pense que c'est peut-être le plus grand employeur de personnes qui conduit sous diverses formes. Et donc, alors nous devons trouver de nouvelles règles pour ce que font ces gens. Mais tout sera très perturbateur et très rapide. Je devrais caractériser ce que j'entends par rapide. Parce qu'il y a. Rapide signifie différentes choses pour différentes personnes. Il y a environ 2 milliards de véhicules dans le monde. Se rapprochant en fait des 2,5 milliards de voitures et de camions dans le monde. La capacité totale de production de véhicules neufs est d'environ une centaine de millions. Ce qui est logique, car la durée de vie d'une voiture ou d'un camion avant qu'il ne soit finalement gratté est d'environ 20 à 25 ans. Alors, donc, le moment où l'on verra apparaître la pleine autonomie ne sera pas le moment où il y aura un bouleversement sociétal massif, car il faudra beaucoup de temps pour fabriquer suffisamment de véhicules autonomes pour perturber l'emploi. Donc, cette perturbation dont je parle se déroulera sur environ 20 ans. Pourtant, 20 ans, c'est une courte période de temps pour avoir, je pense, quelque chose comme 12 à 15% de la force mondiale au chômage. Merci. Il s'agit du plus grand sommet gouvernemental mondial auquel nous avons plus de 139 gouvernements ici. Si vous voulez conseiller aux responsables gouvernementaux d'être prêts pour l'avenir, quels sont les 3 conseils que vous pouvez leur donner? Eh bien, je pense que le premier conseil est de prêter une attention particulière au développement de l'intelligence artificielle. Je pense que nous devons juste être très prudents dans la façon dont nous adoptons l'intelligence artificielle, et nous assurer que les chercheurs ne se laissent pas emporter, parce que parfois ce qui arrive, c'est que les scientifiques peuvent être tellement absorbés par leur travail, qu'ils ne réalisent pas nécessairement les ramifications de ce qu'ils font. Donc, je pense qu'il est important pour la sécurité publique que nous, vous savez, les gouvernements surveillent de près l'intelligence artificielle et s'assurent qu'elle ne représente pas un danger pour le public. Voyons voir, deuxièmement, je dirais qu'il faut penser au transport en général. Et, il y a le mouvement vers les véhicules électriques, le transport durable,
je pense que ça va être bon pour de nombreuses raisons, mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui se produit immédiatement, cela va se produire plus lentement que les véhicules autonomes. Parce que c'est probablement quelque chose qui se passe sur 30 ou 40 ans. La transition vers les véhicules électriques. Donc, en y repensant dans son contexte, la demande d'électricité va augmenter de façon spectaculaire. Donc, actuellement, en termes d'utilisation totale d'énergie dans le monde, c'est environ un tiers transport, environ un tiers chauffage. Donc, avec le temps, cela passera à presque tout, pas à tout, mais principalement à l'électricité, ce qui signifie que la demande d'électricité va probablement tripler. Donc, ça va être très important de penser à comment faire pour produire autant d'électricité. Il semble qu'ils auront un travail facile, c'est tout, il n'y a plus de défi pour eux. Non, eh bien, je pense que peut-être, ces choses jouent un peu les unes sur les autres, mais que faire du chômage de masse. Cela va être un énorme défi social. Et je pense qu'en fin de compte, nous devrons avoir une sorte de revenu de base universel. Je ne pense pas que nous aurons le choix. Revenu de base universel. Revenu de base universel. Je pense que ça va être nécessaire. Cela signifie donc que les chômeurs seront payés dans le monde entier. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Les machines, les robots prennent le relais. Il y aura de moins en moins de tâches qu'un robot ne pourra pas faire mieux. C'est simplement. Et je veux être clair, ce ne sont pas des choses que j'aimerais voir arriver. Ce sont simplement des choses qui, je pense, se produiront probablement. Et donc, si mon évaluation est correcte et qu'elles se produiront probablement, alors nous devons dire ce que nous allons faire à ce sujet. Et je pense qu'une sorte de revenu de base universel va être nécessaire. Désormais, la production de biens et de services sera extrêmement élevée. Ainsi, avec l'automatisation, abondance viendra. Il y aura, presque tout deviendra très bon marché. Alors, je pense que le plus grand. Je pense que nous finirons par créer un revenu de base universel. Ça va être nécessaire. Le défi le plus difficile, est de savoir comment les gens ont-ils alors un sens? Comme beaucoup de gens, ils tirent leur sens de leur emploi, donc, si vous n'avez pas. Si vous n'êtes pas nécessaire, s'il n'y a pas besoin de votre travail, comment faites-vous? Quelle est la signification? Avez-vous un sens? Vous vous sentez inutile? C'est un problème beaucoup plus difficile à gérer. Et ensuite, comment s'assurer que l'avenir sera l'avenir que nous voulons? Que nous aimons tant? Vous savez, je pense qu'il y a une voie potentielle ici, c'est-à-dire que je me lance vraiment dans la science-fiction ou une sorte de truc scientifique avancé. Mais, avoir une sorte de fusion avec l'intelligence biologique et l'intelligence artificielle. Dans une certaine mesure, nous sommes déjà un cyborg. Vous pensez comme les outils numériques dont vous disposez, votre téléphone et votre ordinateur, les applications dont vous disposez. Comme le fait que, comme je l'ai mentionné plus tôt, vous pouvez poser une question et obtenir instantanément une réponse de Google ou d'autre chose. Et donc vous avez déjà une couche tactile numérique. Je dis tactile parce que vous pouvez penser au système limbique, une sorte de cerveau animal ou de cerveau primal, puis au cortex, une sorte de partie pensante et planificatrice du cerveau, puis à votre moi numérique en tant que troisième couche. Donc, vous l'avez déjà, et je pense que si quelqu'un meurt, son fantôme numérique est toujours là. Tous leurs emails et les photos qu'ils ont publiées et leurs réseaux sociaux. Qui vit toujours, même s'ils sont morts. Donc, avec le temps, je pense que nous verrons probablement une fusion plus étroite de l'intelligence biologique et de l'intelligence numérique. Et il s'agit surtout de la bande passante, de la vitesse de connexion entre votre cerveau et votre numérique, l'extension numérique de vous-même. Particulièrement la sortie, et, si quelque chose s'aggrave, vous savez, nous avions l'habitude d'avoir des claviers que nous utilisions beaucoup, maintenant nous faisons la plupart de nos entrées avec nos pouces, sur un téléphone. Et, c'est juste très lent. Un ordinateur peut communiquer à 1 billion de bits par seconde, mais votre pouce peut peut-être faire peut-être 10 bits par seconde ou une centaine si vous êtes généreux. Donc, une interface à large bande passante avec le cerveau, je pense, sera quelque chose qui aidera à réaliser la symbiose entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle et résoudra peut-être le problème de contrôle et le problème d'utilité. Je deviens assez ésotérique ici, je ne sais pas si c'est. C'est proche, nous l'avons. Vous pensez toujours hors des sentiers battus. Vos idées sont tellement énormes. Vous voulez aller dans l'espace, vous avez décidé d'aller dans l'espace, vous l'avez fait. Vous avez décidé de faire atterrir votre fusée, vous avez échoué, 7 fois, 8 fois? Oui, quelque chose comme ça. Puis il a atterri. 4 fois que je me soucie de compter. Comment venez-vous avec ces idées? Parfois, il repousse la limite humaine. Vous repoussez toujours la limite humaine, pourquoi? Eh bien, je réfléchis à la solution technologique nécessaire pour atteindre cet objectif particulier, puis j'essaie de faire le plus de progrès possible dans cette direction. Ainsi,
Dans le cas du vol spatial, la percée critique qui est nécessaire dans le vol spatial est la réutilisation rapide et incomplète des fusées. Tout comme nous l'avons fait pour les avions. Vous pouvez imaginer que si un avion était à usage unique, presque personne ne volerait. Parce que vous pouvez acheter comme, disons, 747 pourrait être 250 millions de dollars, 300 millions de dollars, quelque chose comme ça. Il en faut 2 pour un aller-retour. Mais personne ne va payer des millions de dollars pour un billet de vol. Pour faire des voyages en avion. Donc, mais parce que vous pouvez réutiliser l'avion des dizaines de milliers de fois, les voyages en avion deviennent beaucoup plus abordables. Et c'est la même chose pour les fusées. Notre fusée coûte environ 60 millions de dollars. Donc, un coût en capital s'il peut être utilisé une fois sur 60 millions de dollars. Mais si le coût en capital s'il peut être utilisé 1000 fois est de 60 000 dollars. Donc, si vous pouvez transporter beaucoup de personnes pour un vol, vous pouvez obtenir que le coût du vol spatial soit quelque chose de proche du coût du vol aérien. Donc, c'est vraiment fondamental, parce que la gravité terrestre est assez profonde. La Terre a une gravité assez élevée. La difficulté de rendre une fusée réutilisable est bien plus grande que la difficulté de rendre un avion réutilisable. C'est pourquoi une fusée entièrement réutilisable n'a pas encore été développée. Mais si vous utilisez les matériaux les plus avancés, les techniques de conception les plus avancées et que vous obtenez tout ce qu'il faut, alors je suis convaincu que vous pouvez créer une fusée entièrement réutilisable. Heureusement, si la gravité terrestre était encore 10% plus forte, je dirais que ce ne serait pas impossible. Vous avez besoin d'une équipe autour de vous pour livrer beaucoup d'idées. Comment choisissez-vous votre équipe? Basée sur quoi? Eh bien, je suppose honnêtement que cela a tendance à être une intuition plus qu'autre chose. Ainsi, lorsque j'interviewe quelqu'un, les principales questions sont toujours les mêmes. Que demandez-vous? Je dis, raconte-moi l'histoire de ta vie. Et, les décisions que vous avez prises en cours de route et pourquoi vous les avez prises. Et puis, parlez-moi également de certains des problèmes les plus difficiles sur lesquels vous avez travaillé et comment vous les avez résolus. Et, je pense que cette question est très importante, parce que, les gens qui ont vraiment résolu le problème, ils savent exactement comment ils l'ont résolu. Ils connaissent les petits détails. Et les gens qui ont fait semblant de résoudre le problème, ils peuvent peut-être passer à un niveau et ensuite ils sont bloqués. Alors, quel a été votre plus grand défi dans la vie? Le plus grand défi de la vie? Pas de défi? Eh bien, non, il y en a beaucoup. J'essaie de trier lequel est le pire. Je pense juste à penser à la façon de passer le temps. Je pense que l'un des plus grands défis est de s'assurer que vous avez une boucle de rétroaction corrective, puis de maintenir cette boucle de rétroaction corrective dans le temps, même lorsque les gens ne vous diront pas exactement ce que vous voulez entendre. C'est très difficile. Oui. Temps est révolu. Je ne vous poserai qu'une dernière question. Si vous me le permettez. Au sommet mondial des gouvernements, nous avons tellement de jeunes en fait du monde entier. Si vous avez un conseil à leur donner, les jeunes du monde entier qui veulent être comme Elon Musk. Quel est votre conseil pour eux? Je pense qu'ils ne devraient probablement pas vouloir l'être. Toi? Je pense que ça sonne mieux que ça ne l'est. D'accord. Ouais, ce n'est pas aussi amusant d'être moi que tu ne le penses. Je ne sais pas, vous ne pensez pas? Ça pourrait être pire, c'est certain. Mais c'est. Je ne suis pas sûr de vouloir être moi. D'accord. Mais. Vous savez, je pense que mon conseil est que si vous voulez faire des progrès dans les choses, je pense que le meilleur cadre d'analyse pour, je dirais à l'avenir, c'est la physique. Je recommanderais d'étudier le processus de réflexion autour de la physique. Comme, pas seulement les équations sont certainement très utiles, mais la façon de penser en physique, c'est le meilleur cadre pour comprendre les choses qui sont contre-intuitives. Et, vous savez, prenez toujours la position que vous vous trompez dans une certaine mesure, et votre objectif est de vous tromper moins avec le temps. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent généralement et j'en suis coupable aussi est un vœu pieux. Vous savez, comme si vous vouliez que quelque chose soit vrai, même si ce n'est pas vrai. Et ainsi, vous ignorez les choses qui. Vous ignorez la vraie vérité, à cause de ce que vous voulez être vrai. C'est un piège très difficile à éviter. Et comme je l'ai dit, c'est certainement celui dans lequel je me retrouve, ayant des problèmes avec. Mais, si vous adoptez cette approche, vous vous trompez toujours dans une certaine mesure et votre objectif est de vous tromper moins. Et solliciter des commentaires critiques, en particulier de la part d'amis. Par exemple, mes amis, si quelqu'un vous aime, il veut le meilleur pour vous. Ils ne veulent pas vous dire les mauvaises choses. Donc, vous devez leur demander et dire « Je veux vraiment savoir ». Et puis ils vous diront « Merci beaucoup ». C'est formidable pour le sommet mondial des gouvernements d'avoir une légende, qui crée l'avenir de l'humanité, de partager ses pensées, ses idées, ses visions, ses défis et son espoir pour la vie. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité.